Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent La saga des Rothschild de Tristan Gaston Breton, lu par Thomas Pasquelin. Chapitre 1er. Francfort, 1765. En juin 1765, deux hommes se rencontrèrent pour la première fois à l'occasion de la foire qui, 2 fois par an depuis le Moyen-Âge, au printemps et en automne, rythmait la vie de Francfort. Il s'agissait d'un événement majeur pour la cité. 2 à 3 000 personnes venues de toute l'Allemagne, mais aussi d'Europe du Nord, d'Angleterre, de France, d'Italie et même de la lointaine Russie, affluaient sur les bords du Main pour y échanger toutes sortes de marchandises, produits de l'agriculture, bois, épices, tissus, joyaux, soieries, armes, dentelles, vins, tabac, fourrures. Quelques jours durant, le vacarme et la cohue faisaient vibrer la ville. Sur les places, jongleurs, magiciens, comédiens, acrobates et guérisseurs accentuaient encore l'atmosphère festive. Pleines à craquer, les auberges étaient réservées aux négociations et aux discussions d'affaires. C'est sans doute dans l'une d'elles que nos 2 personnages se retrouvèrent. Le premier était un jeune homme de 22 ans, vêtu avec soin. De petite taille, il présentait un embonpoint déjà marqué qui devait aller en s'accentuant au fil des années. Son regard perçant, qui semblait vouloir lire à travers les yeux de ses interlocuteurs, exprimait une certaine méfiance et même de la condescendance, comme il seyait à son rang. Car ce personnage n'était pas n'importe qui. Il s'agissait du Kronprinz Guillaume, futur landgrave de Hesse-Kassel, l'un des nombreux États qui constituaient alors le Saint-Empire romain germanique et dont Francfort était la ville principale. Son père, Frédéric II de Hesse-Kassel, passait pour l'un des hommes les plus riches d'Europe, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs de se montrer frugal en toutes choses, y compris à table, où il se contentait la plupart du temps de grignoter quelques légumes et un peu de viande en guise de repas. Peu dépensier et d'une âpreté financière confinante à la radinerie, il s'employait à améliorer la vie économique de son petit État, non pas tant pour assurer le bien-être de sa population que pour augmenter son trésor régulièrement à sec. C'est ainsi qu'il avait été le premier à introduire la pomme de terre en Allemagne, convaincu à juste titre que cette nouvelle culture conférerait un surcroît de prospérité à ces paysans qui, en retour, paieraient un peu plus d'impôts. L'homme n'était pas mauvais administrateur. L'essentiel des revenus de Frédéric était cependant fondé sur la vente de ses sujets mâles comme mercenaires aux armées d'Europe les plus offrantes, activité que son fils était destiné à augmenter dans des proportions considérables. L'arbre généalogique de son fils Guillaume était des plus prestigieux. Par sa mère Marie, il était le petit-fils du défunt roi d'Angleterre George II. Cousin de son successeur George III, il avait épousé la fille du roi de Danemark. Pour l'heure, en tant que prince héritier, Guillaume régnait en maître absolu sur le petit comté de Hanau, à quelques kilomètres de Francfort. Retors, aussi âpre au gain que son père et rongé déjà par l'avarice, il y menait une vie de débauche, accumulant les maîtresses et les bâtards, 74 selon certaines sources, et tâchant par tous les moyens d'accroître les revenus dont il disposait. Outre l'argent et les femmes, sa seule passion était le travail du bois, auquel il se livrait à ses heures perdues. Si ce jouisseur invétéré avait décidé d'honorer la foire de Francfort de sa présence, c'était bien pour y traiter quelques affaires. L'autre personnage avait le même âge ou presque que le Kronprinz. Né en 1743 ou 1744, la date est incertaine, c'était, si l'on en croit ses contemporains, il n'existe en effet aucun portrait de lui, un homme de haute stature, au front haut et aux lèvres sensuelles. Son monde était à 1000 lieues de celui de Guillaume de Hesse-Kassel. Lui n'était qu'un simple commerçant qui achetait et revendait des monnaies et des médailles rares, des bijoux anciens,
des gravures de valeur et autres antiquités. C'était surtout un juif, ce qui, d'ailleurs, ne posait aucun problème à Guillaume, totalement dépourvu de préjugés en la matière, pourvu que ses relations lui rapportassent de l'argent. Il s'appelait Meyer Amschel Rothschild. Les médailles et les pièces. Comme tous les aristocrates d'Europe, le Kronprinz éprouvait une véritable passion pour les objets anciens dont il était un collectionneur avisé. C'est elle qui l'avait conduit à se rendre à la foire de Francfort pour y rencontrer, sur la recommandation de l'un de ses proches, le juif Meyer. Guillaume était sûr d'y trouver ce qu'il cherchait. Situé au carrefour des grandes routes commerciales reliant l'Allemagne du Sud aux grands ports de la mer Baltique, Hambourg, Brême, Lübeck, et de là aux Pays-Bas et à l'Angleterre, reliée au Rhin, la principale artère fluviale d'Europe, par le Main, la ville était alors une cité commerçante prospère. L'extrême diversité des monnaies en circulation en Europe et qui s'échangeaient lors des deux grandes foires annuelles avait favorisé le développement d'activités bancaires spécialisées dans le change et les lettres de crédit, donnant naissance à une vocation à laquelle Francfort est resté fidèle jusqu'à nos jours. Parmi les 200 changeurs d'argent que comptait alors la cité, se trouvait une majorité de juifs qui avaient pris en charge cette activité que les catholiques avaient longtemps considérée d'un mauvais œil. Outre le maniement des espèces métalliques en usage un peu partout en Europe, ils avaient acquis une réelle connaissance dans le commerce des pièces et médailles anciennes dont raffolaient les élites aristocratiques de l'époque. Dans l'exercice de leur profession, les Juifs avaient un avantage, l'importance de leur réseau familial. Il leur permettait de disposer de contacts sûrs dans toutes les cités d'Allemagne, facilitant ainsi les opérations de change et, quand il le fallait, les transferts d'espèces d'une place à l'autre. Meyer Amschel était l'un de ces manieurs d'argent, un parmi beaucoup d'autres. Ce jour-là, Guillaume de Hesse-Kassel lui acheta pour 38 florins de pièces et médailles. La commande était modeste, certes, mais elle représentait une étape majeure pour Meyer Amschel. Désormais, son sort serait indissociablement lié à celui du prince, qui, en quête d'hommes sûrs pour accroître sa fortune, lui confierait peu à peu une part croissante de ses affaires, donnant le coup d'envoi à sa prodigieuse destinée. En ce printemps 1765, tandis que les rues autour de lui bruissaient de l'activité trépidante des marchands et des banquiers, Meyer Amschel pouvait espérer sortir de l'univers confiné qui était le sien et celui de sa famille, le ghetto de Francfort.